Vous vous souvenez du groupe d'élèves fans du Japon qui lisaient des mangas à la récré du collège ? Moi, je ne lisais pas de mangas, mais j'aimais bien les regarder dessiner les personnages de leurs mangas préférés. Je me souviens qu'ils commençaient toujours par les yeux. Vous savez, les gros yeux typiques de la bande dessinée japonaise. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi ils ne sont pas bridés, mais aussi gros ? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas pour plaire à l'Occident. Commençons par un peu d'histoire. Vous connaissez forcément l'inventeur du mot manga, Katsushika Hokusai. Mais si, c'est lui qui a peint l'estampe la plus connue du Japon, la Grande Vague de Kanagawa. Il a parcouru le Japon et il faisait des dessins au gré de ce qu'il rencontrait. Donc il pouvait dessiner des paysans, il pouvait dessiner des geishas. Il a fait un témoignage de son quotidien et des gens autour de lui à l'époque. Et cette façon de présenter les choses, c'était comme des croquis en fait. De 1814 à 1849, Hokusai publie ses dessins du Japon dans un recueil qu'il appelle Hokusai Manga. Manga qui se traduit par image dérisoire. Un man pour dérisoire et ga pour image. Et ce style très simple des croquis d'Hokusai va rester jusqu'à aujourd'hui. À partir de 1854, le Japon s'ouvre au commerce avec les Occidentaux. À Yokohama, il y avait un quartier où les étrangers venaient pour faire du commerce. 1850-60, on a commencé à avoir des journaux satiriques qui ont commencé à apparaître. Le graphisme des caricatures de presse occidentale commence à rencontrer celui des mangas historiques. Et puis c'est ce monsieur, Rakuten Kitazawa, qui va définir les premiers codes du manga moderne. C'est le grand-père du manga en fait. Il a créé des journaux aussi satiriques, Tokyo Puck. Et puis c'est le premier qui a commencé à faire des journaux qui avaient une cible éditoriale. Ça, c'est une vraie révolution dans la BD japonaise qui est alors en pleine construction. Les magazines mensuels se multiplient, dans lesquels les mangas sortent en feuilleton de 4 ou 6 cases, souvent en noir et blanc. C'est en 1928 qu'un événement va changer à tout jamais le monde de la BD japonaise. Cette année-là, c'est la naissance du dieu du manga, Osamu Tezuka. Tezuka grandit pendant la guerre entre la Chine et le Japon et débute sa vie d'adulte sous occupation américaine après la Seconde Guerre mondiale. Ces événements traumatiques marqueront sa carrière artistique, qu'il entame à 19 ans dans un Japon en ruine. Paradoxalement, Tezuka doit beaucoup à la culture américaine. Lui, il était passionné de cinéma, il avait un papa qui avait un projecteur. Et pour l'époque, c'était très rare. Il grandit avec les premiers dessins animés américains, les cartoons. L'expressivité oculaire, c'est quelque chose qui était très présent depuis la naissance de l'animation. Je pense que quand on repense au premier Tex Avery dans les années 30, les yeux qui sortaient des globes oculaires comme ça, c'était quelque chose de très très fort. C'était présent et c'était déjà ancré au début du XXe siècle. Tezuka abandonne ses études de médecine pour se lancer dans le dessin, mais... Ce qu'il voulait faire, c'était de l'animation japonaise, à un moment où ça n'existait pas, ou pas vraiment. C'est-à-dire que lorsqu'il a vu les premiers films Disney, les films des frères Fleischer, ce qu'il voulait faire, c'était la même chose, mais être l'équivalent de Disney en Asie. Le seul souci, c'est que les studios de l'époque lui ont dit qu'il n'était pas assez bon. Du coup, ce qu'il a fait, c'est du manga. Et cette frustration va se ressentir dans ses dessins. C'était ça le côté innovant, c'est qu'il voulait traduire du mouvement dans le dessin. Aujourd'hui, on distingue 3 grands continents de la bande dessinée. Le franco-belge, le nord-américain et le japonais. Chacun avec des codes de narration graphique différents. Le franco-belge, j'ai envie de dire, sans trop trahir, je pense, beaucoup d'auteurs, qu'il est très intellectualisé, très fondé sur le mot. C'est une manière de raconter à la fois par du graphisme et par des mots. Le continent nord-américain, les comics sont beaucoup plus m'as-tu vu. On est dans une série de poses, de postures, de la part de personnages qui expriment très fortement quelque chose dans une image. Ce sont un peu des statues prises sur le vif. Et le Japon, lui, est beaucoup plus cinématographique, beaucoup plus tourné vers vraiment un intérêt très séquentiel pour raconter de manière fragmentée, élément par élément, toute une histoire et de manière complètement graphique. Et l'expressivité oculaire, elle est importante aussi là-dedans, parce que parfois le décor est complètement occulté. Alors, les mangaka mettent le paquet sur le travail des yeux, des pupilles et de l'iris. Et petit à petit, tout un code graphique se crée autour des yeux. À travers les yeux, on peut faire passer plein d'éléments expressionnistes. Parce que le manga, contrairement à une bande dessinée occidentale,
C'est énormément de dramatisation, d'effets pour accentuer les émotions. Du coup, dans les yeux, vous allez avoir par exemple des flammes qui symboliseraient la passion, ou alors vous allez avoir des étoiles, des choses qui symboliseraient une espèce d'amour irrépressible pour une personne ou quelque chose. Les mangaka ne recherchent pas le réalisme, mais avant tout la transmission d'émotions. Et on sait bien que les yeux sont le miroir de l'âme. C'est dans les années 50 que cette mode des gros yeux devient pérenne dans le manga grâce à Tezuka. En 1952, le Japon découvre un petit homme robot dont vous connaissez peut-être la musique, Astro Boy. Astro Boy, justement, c'était ce personnage très enfantin qui avait ce côté un peu naïf, candide et les grands yeux comme ça, volontaires. Rapidement, ce petit héros conquiert le Japon, puis le monde. Et ces gros yeux n'y sont pas pour rien. C'est un effet qu'on appelle la néoténie. C'est un terme lié à la biologie. C'est l'idée qu'un enfant ou un bébé doit provoquer chez un adulte l'envie de le protéger. C'est ce qu'on appelle en japonais le kawaii, c'est-à-dire la chose qui peut être aimée, adorée. Ainsi, prêter des traits enfantins à des personnages fictifs provoque un attachement naturel de la part du public. Disney l'avait compris, Tezuka aussi, rapidement suivi par la génération de mangaka d'après-guerre. Le Japon, c'est un pays où esthétiquement et d'une manière générale, il est très bien vu de copier le style de quelqu'un pour trouver sa propre voie. Ce qui est fascinant, c'est que les auteurs de manga adoptent chacun ce type de narration de manière implicite par la copie. Jusqu'à ce que ça devienne la norme. Pour autant, l'expressivité oculaire, aussi poussée et aussi fantaisiste, est un élément graphique typiquement japonais, bien que largement inspiré des codes occidentaux. Donc c'est une réinterprétation japonaise de codes visuels américains. Une réinterprétation sans pour autant être à destination d'un public occidental. Les Japonais n'ont jamais voulu créer pour l'Occident. Les Japonais créent pour leur public local. Quand on interroge les auteurs de manga, ils sont surpris que leurs œuvres puissent avoir un intérêt en dehors du Japon, en dehors de l'Asie. Pour la première fois en France, pour vous, au Club Dorothée, les Sabletins. Pourtant, le manga et l'animation japonaise plaisent au-delà de l'archipel nippon dès la fin du XXe siècle, fédèrent des milliers de fans chaque année et occupent les récrés des collégiens.